Le tennis arabe vit éclore avec Jabber, Jaziri et Safwa. Le monde asiatique est souvent considéré comme le grand marché que le tennis doit explorer et dans lequel l'émergence d'un acteur important peut être un tournant pour le roi du sport de raquette. Kei Nishikori a été un véritable phénomène de masse, la Corée du Sud rejoint la voiture avec de plus en plus de joueurs, mais il y a la Chine et l'Inde, les deux pays les plus peuplés, sans référence claire capable d'élever ce sport à un statut supérieur. Mais on ne dit pas grand-chose monde arabe, un marché potentiel gigantesque et dans lequel le tennis peut aussi être un vecteur d'espoir pour de nombreux jeunes et un moyen d'autonomisation pour les femmes. Trois pionniers rendent le Maghreb présent dans les grands tournois, Ons Jabeur et Malek Jaziri tunisien et Mohamed Safwa égyptien. L'Afrique du Nord possède un large pouvoir de croissance en termes d'infrastructures de tennis et atteindre le professionnalisme sans aucune aide est une véritable odyssée. Dans cette ligne, il y a eu plusieurs fois ces trois titans qui cherchent à inspirer de nombreux jeunes à se joindre à la pratique du tennis. Le poids des fédérations dans ces pays est limité et, dans de nombreux cas, seule la classe socio-économique supérieure peut se permettre de s'entraîner dans les grands complexes hôteliers de la côte qui regroupent pistes, entraîneurs et organisent des tournois ITF avec récurrence. C'est fantastique de voir comment nous sommes de plus en plus présents. J'ai toujours cru beaucoup aux possibilités dont elle est une joueuse de tennis vraiment talentueuse et a montré qu'elle peut gagner les meilleurs au monde. Ce sera une source d'inspiration pour beaucoup de filles dans notre pays, dit le Tunisien Jaziri. Les gens doivent comprendre que nous avons besoin de plus de temps pour atteindre un niveau élevé que les joueurs européens ou américains. Nous n'avons pas autant d'opportunités. Et lorsque vous vous approchez du top 100, vous n'avez pas de gros tournois qui invitent. De plus, nous passons beaucoup de temps et d'argent à faire la navette, explique Malek dans des mots recueillis par tennis.com. Ces derniers temps, vous voyez comment Mohamed Safwa atteint son meilleur niveau avec 29 ans et détaché sur le circuit ATP à Jaziri en tant que représentant du monde arabe. Il a un bon niveau, il s'est beaucoup amélioré mentalement et je le vois avec des options pour entrer dans le top 100. Ce serait très important pour beaucoup de gens dans nos pays, a déclaré un homme qui à 36 ans a affirmé à plusieurs reprises son désir de laisser un héritage. Et ont contribué à faire éclore le tennis en Tunisie dans les années à venir. Bruxelles présente sa loi climat sous l'œil dubitatif de Greta Thunberg. La jeune militante suédoise a été invitée à participer à une réunion avec l'ensemble des commissaires européens mercredi matin, une marque de considération inhabituelle. Présente à Bruxelles en vue d'une grande manifestation pour le climat vendredi, elle est aussi attendue devant la commission environnement du Parlement européen mercredi après-midi. Pensé comme la référence pour toutes les futures législations de l'Union européenne, le texte vise à transcrire dans la loi l'ambition d'un niveau d'émissions de gaz à effet de serre net nul d'ici le mi-temps du siècle, c'est-à-dire un équilibre entre les émissions, réduites le plus possible, et l'absorption de carbone, par des techniques de séquestration. C'est le cœur du pacte vert européen, souligne Dana Spinant, porte-parole de l'exécutif européen. L'immense majorité des États membres a déjà fait part de son adhésion à l'objectif de neutralité, lors d'un sommet européen en décembre. Seule la Pologne, qui tire encore 80% de son électricité du charbon, avait signalé qu'il lui était impossible pour l'instant de donner son blanc-seing. C'est important que ce soit entériné dans la législation de l'UE. C'est un signal très fort pour les investisseurs mais aussi pour les autres pays dans le monde, note Im Klubeck, de WWF Europe. 2050 c'est trop tard. Le président de la commission environnement du Parlement européen, le français Pascal Canfin, Renew Europe, centristes et libéraux, y voit aussi l'opportunité de sortir d'un schéma de décision qui nécessite un consensus entre dirigeants. Une des valeurs ajoutées, c'est de sortir de la situation actuelle où les objectifs climatiques sont pris à l'unanimité du Conseil européen qui réunit chefs d'État et de gouvernement, souligne-t-il. La loi climat fera l'objet d'un dialogue législatif entre le Parlement et les États membres. La caution de celle qui est devenue l'icône de la lutte contre le changement climatique est loin d'être acquise. Dans une lettre ouverte publiée sur le site internet Carbon Brief, la Suédoise et une trentaine d'autres jeunes militants du climat critiquent durement les aspirations européennes, qui selon eux reposent trop sur des technologies encore balbutiantes de capture de carbone et pas assez sur une réduction drastique des émissions. Greenpeace a dès mardi mis la pression sur la Commission en projetant sur la façade de son bâtiment l'image d'une planète en flammes, encadrée par deux messages, la maison est en feu et 2050 c'est trop tard. Pas encore publié, le projet de loi a déjà suscité des commentaires sévères. Si 2050 ne fait plus débat, la bataille s'annonce en revanche plus âpre sur l'objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Un grand vide.
pour de nombreux observateurs, la barre actuellement fixée, moins 40% par rapport au niveau de 1990, est obsolète à la fois au regard de l'accord de Paris sur le climat et de la neutralité climatique en 2050. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est engagée, dans son programme politique, à la relever à moins 50%, voire moins 55%. Mais pour l'instant la réflexion est suspendue, dans l'attente d'une étude d'impact vers l'été. Les gouvernements de 12 États membres, dont la France, l'Italie et l'Espagne, les pays scandinaves, ou encore l'Autriche, les Pays-Bas et le Luxembourg, ont écrit au vice-président exécutif de la Commission, Frans Timmermans, pour demander un calendrier plus resserré, avec une proposition chiffrée aussitôt que possible et avant juin 2020. Nous avons besoin de suffisamment de temps pour nous mettre d'accord sur un objectif 2030 relevé bien avant la COP26 de Glasgow en novembre, souligne-t-il dans une lettre rendue publique mardi. Sans objectif climatique pour 2030 et sans mesures pour mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, à l'agriculture industrielle et aux autres industries destructrices, la Commission laisse un grand vide dans ce qui est censé être le fleuron du pacte vert européen, regrette déjà Sébastien Meigne, de Greenpeace U. La Commission propose encore, selon le projet de loi vu par l'AFP, de se donner le droit, après 2030, tous les 5 ans jusqu'en 2050, de revoir les objectifs pour ajuster la trajectoire vers la neutralité climatique. Nicolas Portal, directeur sportif vainqueur de 6 Tours de France, meurt à 40 ans. On ne sait, des prouesses de Nicolas Portal, laquelle fut la plus grande, a posé un vernis de sympathie sur la surface rêche du Team Sky ou gagné, à sa tête, 6 Tours de France par l'entremise de 3 coureurs différents. Il n'y aura pas de 7e, record détenu par Cyril Guimard, directeur sportif de l'équipe cycliste britannique. Nicolas Portal est mort mardi 3 mars d'un infarctus à l'âge de 40 ans, dans sa maison d'Andorre. Avec femme et enfant, une fille, un garçon, Portal avait fait le court voyage depuis Auch, Gers, dont il gardait l'accent chantant, le goût du canard en magret et une habileté de mousquetaire. Andorre, pas pour le fisc, bien sûr, plaidait-il en privé. C'était la nature et le travail qui le portaient dans la principauté, où résident tant de coureurs cyclistes, et on était presque tenté de le croire, tant les deux le comblaient. Nicolas Portal, belle gueule, tchatcheur invétéré, proche de ses coureurs et méticuleux jusqu'à l'obsession, aura ringardisé ses contemporains directeurs sportifs en 9 ans de métier. Nicolas Portal naît le 23 avril 1979. D'abord, il roule dans les bois, surtout. Le VTT est peut-être moins noble, mais plus fun. La route vient ensuite, apprentissage dans le Gers, puis Blagnac et la découverte, au pôle France de Wascal, des pavés qui le feront vibrer. L'équipe Argent 2R l'embauche. Portal est un bon équipier, un lion dans la vie de groupe et passe-partout précieux, bon rouleur, honnête grimpeur. L'ambition ne le dévore pas, il apprécie son travail de l'ombre qu'il ne quitte qu'une seule fois, le temps d'une échappée victorieuse au Critérium du Dauphiné. Il découvre le Tour de France en 2003 puis le retrouve 5 fois de suite, avec Argent 2R puis Caisse d'épargne gage de fiabilité, sportive et humain. En 2006, il gagne par procuration, avec Oscar Pereiro. Au soupçon de dopage, il oppose le boulot des gars. Coureur, Portal est un défricheur. Stylistiquement, il garde des façons de vététiste, ou de surfeur, on ne sait boucles d'oreilles, collier de perles, sorte de crête. Dans ce sport à l'époque conservateur, il dénote. Sportivement, être un cycliste français et rejoindre une équipe espagnole, ces années-là, est encore plus osé. Il rejette volontiers la négativité qui prédomine, à l'époque, dans les équipes françaises, comme leur conviction, non sans argument, que les Espagnols sont tout chargés. Le dopage, il dit n'en avoir jamais rien vu. Coureur, il a bonne réputation. Mais Alejandro Valverde, son leader chez Caisse d'épargne, suspendu pour dopage entre 2010 et 2012. Super mec. Après le passage de Portal chez Sky, une saison en 2010, les deux restent en très bons termes. Du reste, on ne connaît personne qui ne l'ait pas été, dans un milieu où les vieilles rancunes sont le ferment de futures trahisons, sur la route ou ailleurs, et où la rumeur est venimeuse, le Gersois vit au-dessus de la mêlée. Ceux qu'il n'aime pas ne méritent pas d'être mentionnés. Seules exceptions, les icônes Cyril Guimard et Bernard Hinault, coupables d'avoir jeté le discrédit sur le Team Sky. Sur le sujet, des discussions plus ou moins longues n'ont pas éclairci le mystère. Ce ne sont pas les soupçons qui l'irritent, mais la façon de le dire publiquement et de transmettre le doute au public. Je ne te convaincrai jamais, se désole-t-il. A raison.
Aux questions, il oppose, fermement le plus souvent, ce qu'il voit, le boulot des gars. Et le sien, dont il parle moins parce qu'il n'aime pas parler de lui. Il se distingue en cela de Guimard et des autres grands directeurs sportifs de l'histoire du vélo, la victoire des coureurs leur appartenait toujours un peu. Pas Portal. Confident de Christopher Froome. En 2013, chez Sky, Froome perce sous Wigo. L'équipe Sky écarte subtilement Wiggins et son directeur sportif attitré, Sean Yates. Portal est le confident de Christopher Froome, le coureur prend le pouvoir, l'Occitan suit. Il y a, chez les deux hommes, une exacte même obsession du travail et une ambition des « outsiders ». Froome, natif de Nairobi, Kenya, et professionnel sur le tard, n'avait aucune chance de se retrouver maillot jaune, de même que Portal, culture franco-espagnole et notoriété inexistante, n'avait aucune chance d'être au volant de la Jaguar du Team Sky. Confessons qu'on a d'abord cru à un coup de com'. En 2013, la Sky, nouvellement dominatrice sur le Tour de France, nomme directeur sportif principal un Français sympathique, polyglotte, toujours disponible pour porter la bonne parole de cette formation qui, pour le reste, a verrouillé la machine à double tour et avalé la clé. Mais le coup du DS fantoche ne tient pas. Pas 6 ans d'affilée dans une équipe qui pousse l'obsession du détail jusqu'à peser la gamelle de Christopher Froome avant de lui servir sa ration de blé, après l'étape. Ensemble, Nico et Froome écrivent leur grande œuvre, 4 Tours de France remportés, 2013, 2015, 2016, 2017, avec une stratégie immuable, celle d'écraser le peloton à la masse dans la première arrivée en altitude. Lance Armstrong faisait pareil. Ça ne rend pas sympathique. Portal s'en moque, il assure le service après-vente avec un sourire de vendeur de climatisation, en anglais, français, espagnol. Pour les journalistes, c'est un désastre, ce type-là cause tant qu'il vous mettra en retard. Car IGN est grand souci. Il parle stratégie, sens du vent, ronds-points et bordures. Déplie, le soir, c'est carte IGN à la lumière du bureau ambulant un grand bus noir de l'équipe, relisant les notes prises lors de reconnaissance d'étape du Tour des mois plus tôt. Murmure à l'oreille des coureurs après l'arrivée, un mot pour chacun, à l'écoute des petites contrariétés et grands soucis. L'empathie le soir, la stratégie le matin, disséquant l'étape à venir sur un grand écran. Le goût des longues journées lui vient de sa mère, dit-il l'an dernier à Libération, c'est crevant mais j'adore ça, j'apprends chaque jour un nouveau truc. Mon père travaillait dans une carrière, elle était secrétaire médicale, puis assistante en bloc opératoire. Quand mes parents se sont séparés, ma mère faisait demi-temps pour gagner plus d'argent pour nous. Certains jours, elle enchaînait quasiment 24 heures avec juste 2 siestes. En 2018 et 2019, Portal se pourlèche les babines, son équipe est soumise à plus forte pression et il confie adorer ça, la bagarre. Pas en interne, jure-t-il la main sur le cœur à qui veut l'entendre, chaque fois, 2 coureurs de l'équipe prétendent gagner le Tour de France. Portal et son manager Dave Brailsford gèrent ses ambitions avec tact et tranche au moment idoine. Avec calme et intelligence tactique. La victoire est toujours au bout, avec Geraint Thomas puis Egan Bernal. Portal agit en trait d'union entre les leaders successifs, à l'aise avec le Britannique ambitieux, le Gallois bon vivant et le Colombien timide.